Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8 pour notre dernière journée de la semaine en compagnie de Lionel Davoust pour nous parler de son univers fantasy avec sa saga Les Dieux Sauvages et notamment le dernier tome qui est sorti récemment et qui s'appelle L'Héritage de l'Empire et toute la saga bien évidemment aux éditions Critiques. Bonjour Lionel. Bonjour Nathalie. Il y a une phrase que vous dites dans votre livre et que je trouve très moderne, je dirais. Alors qu'on est dans de la fantaisie médiévale, enfin d'inspiration médiévale au moins. Vous faites dire à un de vos personnages la peur tue l'esprit et donc toute velléité de désobéissance. Ça marche à toutes les époques, ça. Il y a beaucoup de choses en fantasy finalement qui marchent dans toutes les époques. En fait, finalement, on disait les fois précédentes que la fantasy est un peu fille naturelle du conte et de la mythologie. Et en fait, si ces récits, comme un certain nombre de classiques de l'Antiquité, nous sommes parvenus et restent, nous parlent encore et qu'on s'y intéresse encore, c'est parce que finalement, il y a énormément de motifs originels, en tout cas, qui sont peut-être pas immortels, mais en tout cas qu'on ne cesse de redécouvrir. Intemporel. Voilà, mais pour prendre une note un peu plus gaie, on peut encore heureusement écrire des romans d'amour aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a écrit Tristan et Iseult et Roméo et Juliette qu'on peut plus traiter du thème. Oui, ce sont des thèmes qui traversent le temps, l'espace. C'est humain en fait. Tant qu'on reste sur des ressorts humains, finalement. Tout peut traverser les âges, quoi. Tout à fait. Mais après, je pense là où l'apprentissage, en tout cas à l'échelle humaine, et où la fiction peut avoir des choses intéressantes à faire vivre et à explorer, c'est comment est-ce que ce que nous sommes évolue, parce que quand même on évolue, heureusement, peut-être un peu lentement, mais bon quand même, et aussi par rapport à comment cela quel est le rapport entre ce que nous sommes, toutes et tous différents et différentes, mais ce que c'est que d'être humain par rapport à l'époque dans laquelle on vit et l'époque que l'on crée, puisque nous sommes aussi créateurs et créatrices des époques dans lesquelles on vit. Puis après, une fois qu'on a créé un truc, on regarde et qu'est-ce qu'on fait avec, comme avec Google ou Amazon, ce genre de choses. Là, voilà, la fantaisie, j'aime beaucoup la fantaisie parce que justement, elle va parler à ces résonances profondes de l'expérience humaine. Et de tout ce qui nous relie finalement. Oui, tout à fait. Mais le lien à travers nos différences. Ouais, complètement. Ouais. Le lien, la rencontre. Enfin, il y a une autrice qui nous a quittés malheureusement, pour laquelle j'avais plus grande admiration, qui est Ursula Le Guin en science-fiction, qui a écrit de la fantasy aussi. Moi, j'aime surtout son travail de science-fiction, qui parle elle était très très compétente en ethnologie et sa science-fiction parle fréquemment de rencontres entre peuples et de extrêmement différents. La science-fiction, donc parfois elle peut avoir des humanités qui sont extrêmement différentes de celles qu'on connaît, qui est la nôtre actuellement, et voir comment est-ce qu'on peut arriver à se comprendre, à s'entendre, ou pas d'ailleurs. Et ça avait été Ursula Le Guin est pour moi une grosse inspiration aussi, avait été pour un autre bouquin qui s'appelle La Route de la Conquête, où ce travail presque ethnologique, mais qui est vraiment qui n'est pas universitaire au sens étude de sujet, qui est un travail empathique puisque c'est des histoires et qu'on raconte de la fiction. Pour moi, c'est un des grands rôles et un des grands plaisirs de l'imaginaire, c'est que aussi de toute façon le fait de raconter une histoire et de la mettre entre les mains de quelqu'un qu'on connaît pas, puisque on espérait que les gens achètent vos livres. D'établir cette espèce de conversation, pour moi ça fait partie des grands plaisirs et des grandes beautés de l'écriture, c'est-à-dire d'échanger, pas d'échanger des réponses, pas d'échanger des messages. Moi ce qui m'intéresse c'est d'échanger des interrogations, c'est pour ça que j'écris des bouquins, c'est parce qu'aussi, même si je sais où je vais, j'ai envie de voir comment est-ce que ça marche de l'intérieur, et notamment comment est-ce que des points de vue qui peuvent être très différents du mien peuvent fonctionner de l'intérieur aussi.
Et c'est vrai qu'à aucun moment il y a un personnage avec sa dialectique qui prend le pas sur l'autre. En fait, vous laissez tout ouvert, après au lecteur d'avoir ses sympathies, ses attirances, mais on sent bien qu'il n'y a pas de votre part de prosélytisme ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est très très ouvert, quoi. Et il y a un autre personnage, quand je disais que par rapport, par exemple, bon, alors, au premier, au deuxième, des personnages qui étaient à l'origine secondaires et qui prennent plus de présence. Il y en a un autre qui m'a toujours été sympathique, mais on n'avait pas le temps de s'y attarder parce que c'était pas forcément un personnage que vous traitiez énormément. C'est le poisson mort, comme dirait Chassaigne. Donc l'ami d'enfance de Myriane. Et là, dans le quatrième, il est très très étonnant. En fait, on a l'impression ça y est, il sort de sa chrysalide là et il est en train de donner toute la pleine mesure de ce qu'il est capable de faire. Et là, il vous scotche, quoi. Enfin. Disons qu'il a traversé 2-3 trucs dans les tomes précédents qui lui ont permis de se révéler un peu. Alors ça n'est pas fini, mais pas forcément. Je n'en dis rien de plus, mais il y a encore quelques surprises qui restent attachées à ça. Oui, bien, là c'était pas pour. Ah non, je sais. Faut lire effectivement, mais c'est très étonnant qu'un personnage aussi, je dirais, aussi insignifiant au tout début, ou très anecdotique, prenne cette place au fil du temps, quoi. Mais c'est une agréable surprise, hein. Enfin, je veux dire, il fait partie des personnages, je dirais, attachants et sympathiques, comme peuvent l'être aussi Chassaigne ou Myriane, quoi. Darren est très difficile, donc Poisson mort, Darren est très difficile à écrire finalement dans un récit de guerre, parce que c'est un type qui est puissamment non violent, qui est à la fois non violent et qui, en gros, pour schématiser, on va le dire comme ça, il est un peu défoncé toute la journée, parce que il a quelques soucis dans sa tête, il voit des trucs qui n'existent pas, ou il voit trop des trucs qui existent, il a des problèmes de perception. Visiblement, il y a un souci qui est lié à la magie du monde, hein, on le voit assez vite, et donc il prend constamment des plantes en fait pour atténuer ses perceptions, et donc il est un petit peu complètement dans les vapes en permanence, et en plus il est non violent parce que il est extrêmement empathique, donc un peu ralenti aussi, un petit peu ralenti du coup, oui, effectivement, donc ça rend un petit peu difficile la participation à un conflit armé, mais il y a des événements qui font que ça va un peu mieux, disons que ça va différemment, pour être plus juste. Son évolution dans le 4, sa révélation, je dirais, dans le 4 est assez étonnante. Enfin, moi, elle m'a assez étonné. Disons que la situation qui s'est passée dans le tome 3, qui est en fond, la tactique ennemie a un petit peu résonné avec ce qu'il a, et que du coup ça va un petit peu mieux, mais ça serait pas drôle, ça va quand même continuer à lui poser des problèmes. Oui, mais voilà, ça fait partie des personnages qui prennent un peu d'épaisseur dans le quatrième, et c'est ce qui fait aussi finalement que ça continue de fonctionner, parce que, comme vous disiez en début de semaine, si à chaque tome, alors certes il y a toujours des batailles, puisque c'est quand même le propre de cette époque-là, mais dans le 4, elles prennent pas forcément toute la place. L'histoire est un peu différente finalement. Enfin, vous la prenez sous un autre angle, ou c'est raconté différemment. Enfin, les personnages sont pris différemment. Et du coup, c'est ce qui permet aussi de maintenir peut-être le lecteur en haleine, et de dire, bon, maintenant j'attends le 5. Hein, on attend le 5 pour savoir comment tout ça va se finir. Parce qu'on a oublié, on a oublié de dire que Myriane, l'héroïne quand même de toute cette histoire, vous a été inspirée par un personnage historique que tout le monde connaît, et qui est Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne d'Arc ?
Alors ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire un truc sur Jeanne d'Arc, parce que, alors, Marianne, Parce que effectivement... des héroïnes historiques, il y en avait d'autres aussi, quoi. Alors en fait, voilà, donc moi j'ai fait quand j'étais môme, j'ai été dans l'enseignement catholique, et j'ai donc été confronté assez tôt à certains paradoxes de la religion et de son enseignement, dirons-nous. Et très vite, la figure de Jeanne d'Arc m'a toujours fasciné, parce qu'en gros, c'est quand même une jeune fille élue de Dieu qui vient sauver le monde. Et pour la remercier, l'église du Dieu dont elle se réclame la brûle. Je schématise un peu, mais quand même, il y a de ça. Alors oui, disons que le début et la fin, c'est quand même un peu ça. Voilà, donc alors bon, oui, elle est réhabilitée post-mortem. Quand même, elle a été brûlée, c'est ça, ça lui fait une belle jambe d'être réhabilitée post-mortem quand même. Donc, et il y avait là-dedans, pour moi, ça cristallisait énormément de choses de certains fonctionnements mortifères que peuvent avoir les systèmes humains au sens large et les religions en particulier, de la manière dont, du sort elle réserve aux femmes, du paradoxe aussi absolument phénoménal que les églises constituées peuvent avoir, parce que donc ça visiblement ça dérange pas, en tout cas partiellement pour raison d'État, de brûler une prophétesse du Dieu en question. À la rigueur, ça serait une église opposée, à la rigueur il y aura peut-être un peu plus de logique, mais voilà. Donc il y avait pour moi là-dedans quelque chose de profondément tragique, de profondément injuste, de profondément désespérant sur le fonctionnement de l'humain, qui moi me grattait et que j'avais envie d'explorer. Donc c'est vraiment ça à la base, et aussi derrière il y a le côté tout ce qui s'est greffé depuis dans l'inconscient collectif sur la figure de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire la manière dont on l'a. Alors d'abord pucelle, sauveuse de monde, puis ensuite hérétique brûlée, puis canonisée, puis enfin voilà, elle sera passée par tous les étages. Et tout ce qu'on a récupéré derrière, c'est tout après derrière. Ce qui moi c'est pas vraiment l'histoire qui m'intéresse, l'histoire avec le grand H, c'est la dimension, c'est la mythogenèse, c'est tout ce qui est là derrière, par-dessus ce qu'on va garder de ça, ce que l'inconscient collectif, ce que la conception globale, ce qui flotte dans l'air du temps va conserver, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va bâtir derrière, qu'est-ce qu'on va garder, et qu'est-ce qu'on va bâtir comme résonance mythique, légendaire, au point d'en faire une héroïne nationale qui est récupérée à toutes les sauces et dans tous les sens. Tous souvenir du Jeanne au secours, et tous ces genres de stupidités. Donc, s'il y avait quelque chose qui m'intéresse, et la fantasy est vraiment un territoire rêvé pour étudier les résonances historiques en plus, et les résonances mythiques, parce que c'est un genre qui est mythique. Donc, ça... Elle est devenue, en fait. Voilà. Et une grande partie du trajet de Marianne, en tout cas au début de la série, c'est comment est-ce que son mythe se construit, et à un moment, comment est-ce qu'il lui échappe, en fait. Et à un moment, elle qui est forte tête, qui d'ailleurs au début n'a absolument rien, pas du tout envie d'entendre parler. Parce que oui, Marianne entend Dieu lui parler dans sa tête. Elle entend des voix, elle aussi. Elle entend des voix, donc c'est impossible en plus à partir de ça de pas faire le parallèle avec Jeanne d'Arc. Donc quitte à utiliser cette figure-là, autant y aller pour de vrai et assumer et traiter le truc. Donc plutôt que de faire semblant que non, c'est pas ça. Donc j'y suis allé à fond, et un grand truc aussi, c'est comment est-ce que son mythe lui échappe, et comment est-ce qu'il est récupéré déjà du fil de son histoire, d'une manière qui est où en gros elle est en train de faire, ça fait partie des thèmes qui sont développés dans le truc, elle est en train d'essayer de sauver plus ou moins son monde, et déjà tout le monde, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, est déjà en train de l'écarteler dans tous les sens pour aller chacun dans son sens et défendre sa vérité. Qui est pour moi un truc qui est intemporel, je veux dire, partout. Ça se trouve. Même, en fait, finalement, la vérité est toujours subjective, quoi. Ah, mais la vérité est toujours subjective, absolument. On commet l'erreur, nous, espèces humaines, de confondre le réel et le vrai. Le réel est inaccessible, et le vrai, c'est ce qu'on en pense.
Et donc, c'est matière à interprétation, et donc c'est très subjectif. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à greffer du dogme par-dessus, et où vous commencez à brûler des gens quand on n'est pas d'accord avec le dogme, il commence à y avoir des problèmes pour discuter. Et pour essayer d'arriver à s'entendre. Donc il y avait toute cette réflexion là-dessus. Et aussi le fait que c'est une femme et qu'on est dans un monde et dans une religion patriarcale comme elles le sont fréquemment. Ça, en plus, ça dérange, vous comprenez, c'est quand même, c'est pas possible, on peut pas avoir une héroïne qui... Non, c'est... Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Ah bon, on va pas aller loin avec ça. Donc c'est ce qui est un petit peu... Disons que c'est un peu court comme explication. Voilà, mais le problème, ça s'appelle, logiquement, ça s'appelle un raisonnement circulaire et énormément de raisonnements dogmatiques, au sens large. Je parle pas que de religion, les raisonnements dogmatiques, on en trouve dans tous les domaines. Les raisonnements dogmatiques fonctionnent sur un raisonnement circulaire. C'est comme ça parce que c'est comme ça. C'est pas une justification. Disons que c'est un peu court comme justification. Donc en tous les cas, c'est vrai que cette Myriane qui entend des voix aura elle aussi son destin. Alors on n'est pas rendu à la fin du 5. On pourra comparer leur destin au moins à la fin de leur vie. On verra si... Mais bon, en attendant, c'est vrai qu'au tout départ, Myriane est aussi une jeune femme de la campagne qui vit isolée, qui vit en paria. Il y a quand même des parallèles qu'on peut faire. Alors, la grosse différence à la base, c'est que Myriane a une haine cordiale pour Dieu, quelque chose de bien quand même. C'est que l'aïeul qui lui avait un peu enseigné les voies de la campagne, un petit peu un petit peu de remède comme ça, d'apprendre un peu à comprendre un peu à vivre en forêt. Déjà, c'est un petit peu la rebouteuse du coin, quoi. Alors, malheureusement, la rebouteuse, tout le monde était content de faire appel à ses services, jusqu'au jour où il y a un peu stigmatisé quand même, quoi. Voilà, jusqu'à un jour où il y a un truc qui marche pas, auquel cas tout le monde était content de la brûler alors qu'elle avait rendu service à tout le monde. Mais bon, et donc Myriane a une haine cordiale dès le début envers Dieu. Donc quand Dieu l'appelle, il y a un petit peu une petite négociation qui va se faire quand même. Que s'il faut sauver le monde, peut-être que Myriane décide d'entrer, qu'elle le fera à sa manière. Mais bon, Myriane a bon cœur et c'est un peu sa malédiction qui est que elle veut pas se mêler à cette histoire. Elle n'a absolument pas envie. C'est vrai qu'elle est très humaine et très empathique. Elle supporte pas de voir les gens souffrir et c'est son problème en fait. Et c'est ça qui lui pose énormément de problèmes. Et donc, mais c'est ce qui aussi la rend attachante, quoi. On fait un personnage très attachant. Donc voilà, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas la fantaisie, mais que vous aimez bien qu'on vous raconte des histoires, eh bien n'hésitez plus. La fantaisie est un terrain de jeu comme un autre. Et on y lit aussi de très bonnes histoires. Donc là, en l'occurrence, vous pourrez découvrir la grande saga de Lionel Davoust qui s'appelle Les Dieux Sauvages, qui est édité aux éditions Critiques. Donc le premier tome est même déjà paru aussi en poche. Tout à fait, chez Folio SF. Voilà, chez Folio. Mais elle n'a pas la couverture des éditions Critiques, parce que les couvertures sont quand même très belles. Et celle du 4e est très très belle, quoi. Alain Brion d'ailleurs qui fait un boulot fantastique et l'édition poche est pas en reste, c'est Georges Clarenco qui s'occupe de l'édition en poche. Ouais, mais l'édition poche est un peu moins, elle a moins de clinquant au niveau de sa couverture. Ah, j'aime bien, elle est un genre elle est différent. plus sobre. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Donc je vous donne rendez-vous pour le 5e. Avec grand plaisir. Qui sortira au printemps 2022 du coup. D'accord, donc on va attendre un petit peu avant de vous réentendre. Malheureusement. Et en attendant, merci de votre disponibilité et de votre temps. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Nathalie et merci à toute l'équipe de Fréquence 8. Merci bien et à la prochaine. Lionel Davoust, L'héritage de l'Empire. Maragall. Fraise d'Effort adressa un regard lourd de sens à Maragall, puis fit volter son cheval pour remonter les rangs en aboyant des appels au calme, ainsi que des promesses de châtiment à ceux qui laissaient leur discipline se relâcher. Le cronette grimaça et secoua brutalement la tête pour se fermer à la détresse. Il obliqua d'un pas furieux vers le groupe d'espions. Une silhouette, grande et maigre, s'était déjà levée et descendait à sa rencontre d'une démarche fatiguée. Chassaigne ne portait pas de foulard sur le visage,
contrairement à ses éclaireurs. Elle semblait toujours à son aise, même dans la pire ordure. Dans cette désolation, Maragall tira néanmoins du réconfort de sa ressemblance avec Mériane. Elle aussi nouait ses cheveux noirs en nattes longues et gardait de son jeune âge une certaine rondeur dans les traits qui rappelait de façon troublante l'innocence perdue par la messagère du ciel. Avec l'assortiment de dagues et le tranchoir à scalite à sa ceinture, les giclures essuyées en hâte sur le cuir noir de sa brigandine, il fallait reconnaître qu'elle n'avait plus grand-chose en commun avec la fille farouche qui avait dévoré son bol de gruau dans le réfectoire de l'Ohéred. « Ouais, » soupira-t-elle en le rejoignant. « C'est moche, hein ? Je l'avais encore jamais vu faire ce coup-là, Ganer. Faut croire qu'on le pousse à être créatif, mais je sais pas si c'est bon signe. Hein. » Maragall lui attrapa le bras et se pencha vers elle avec hargne. « Trouve-moi la source de cette profanation, gronda-t-il. Remonte le courant, trouve-la-moi et abats-la-moi. Détruis-la sans pitié. » La maîtresse espionne baissa les yeux sur la main du cronette, puis releva la tête vers lui. « C'est déjà pas pratique d'avoir qu'un bras sur deux, alors je crois que tu serais content de faire encore de l'usage à celui-là. »« Chassaigne, je ne plaisante pas. »« Moi non plus. Et je te prie de remarquer l'effort que je fais. J'essaie de plus démembrer les gens sans les prévenir d'abord. Ça fait partie de cette nouvelle attitude que j'essaie d'avoir. Je crois qu'on appelle ça la bienveillance. Mais là, faut m'aider un peu. » En Maragall, la fureur balaya la peine. Mais pour qui se prenait-elle à le traiter par le mépris, à s'affranchir de sa parole, comme si elle partageait avec Myriane une relation privilégiée, inaccessible à autrui ? Mais il contrôla son souffle. Il ne fallait pas perdre l'objectif de vue. Il lui sut gré même de cette colère qu'elle suscitait en lui. Elle lui permit de se concentrer sur l'action. Pour l'heure, il avait besoin que cette fiasse fasse son travail. Dans la soumission à Dieu, la fierté n'avait aucune place, et c'était devant Dieu qu'il pliait l'échine, de toute manière, pas devant elle. Il ouvrit les doigts et laissa retomber son bras. L'expression de la jouvencelle ne varia pas. « Tu sais combien de faiseurs on a déjà dézingué aujourd'hui ?» lâcha-t-elle en le regardant dans les yeux. « Tu sais combien on s'en tape tous les jours ? Peut-être pas, hein, parce que toi, t'as le rôle facile. T'as un canasson et t'avances pépère derrière nous. Mais mes gens, ils sont fatigués. Et les gens fatigués, ça meurt. En plus, imagine qu'on tombe sur une armée et qu'on soit pas de taille. On fait quoi ? Tu reviens et tu me le dis. Nous en avons une aussi, d'armée. Mais braque à faire, c'est juste une rivière, remets-toi. Ça va se traverser pareil. Faut juste éviter de siffler une grande rasade. Mais on devrait tous en être capables, non ? Juste une rivière ? Fulmina Maragall en secouant la tête écœurée. Il désigna les premiers soldats qui, malgré les remontrances de fraises des forts et des officiers, s'asseyaient à même la terre, leur volonté vaincue. Va donc le leur dire. Explique-leur les secrets du férisme tant que tu y es, puisque tu les connais si bien. Tu les vois se battre dans cet état ? Nous sommes au bord du gouffre, Chassaigne. Tu sais ce qui les tient ? La sérénité de savoir que Dieu veille sur eux. Tu t'en passes peut-être parce que faire, c'est détourner des mortes couronnes. Tu n'as jamais eu besoin de croire à grand-chose. Mais tout le monde ne partage pas ton malheur. L'adolescente resta un moment silencieuse à le dévisager, les lèvres pincées, avec dans les yeux une colère qu'elle semblait chercher à mobiliser sans toutefois y parvenir. J'ai l'impression que je devrais te coller ma main sur le pif, mais je ne sais plus tellement pourquoi à force. Cela ne paraît pas te retenir d'habitude. Ouais. Et comme si cela répondait à tout, elle se détourna et remonta vers ses hommes. Maragall resta sur place, un peu médusé, avec ses arguments et ses remontrances devenues inutiles. « C'est pas pour toi que je le fais, on est d'accord, hein ?» lança-t-elle. « C'est pour Myriane. »« Nous travaillons tous pour elle, »
rétorqua Maragall. Il serait temps que tu le comprennes, Chassaigne. Elle s'arrêta net, puis elle se retourna vers lui et le dévisagea avec une compassion qui avait l'air autant à sa place sur son visage hargneux qu'un sourire sur le haume d'un spectre armuré. Toi aussi, mon pote. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.